Pour le son, ouais. C'est uniquement pour le son, ouais. Attends, C'est en direct? ouais, on est en direct, effectivement. On va sur vous? Juste là. Juste là, ouais. Ok, ok. Bon, ben on est de retour. Après ce long débat qu'on a eu avec Marcel et Patrice, j'ai un autre invité qui est de passage, très connu pour son combat pour la baie de Luango. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espace très important qu'il faut protéger au Congo. Et c'est vraiment, je pense, un des lieux qui doit justement être, comment dirais-je, une plateforme importante pour parler justement aussi de cette préservation de l'environnement, de la baie de Luango. J'ai le plaisir de recevoir Guillaume Kouka. Guillaume, comment ça va? Ça va et toi? Très bien, très bien. Ok, enchanté. Ça fait plaisir quand on se voit enfin. Ouais. Enfin en vrai. Enfin en vrai, effectivement. Effectivement. Alors, Congo à Paris, c'est pas ta première participation Non, c'est pas la première participation. Non, dès les premières organisations, là, j'étais de la partie. D'accord. Ça fait peut-être. Ça, c'est la 7e ou la 8e édition, je pense, non? Ouais. Ouais, sixième aujourd'hui. Mais comment tu regardes l'évolution de ta première participation jusqu'à maintenant? Après, la manifestation continue à grandir, je pense. Ouais. Donc, je pense que c'est quand même un endroit important où les Congolais des deux Congos arrivent à se retrouver. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à attirer un peu plus d'entrepreneurs. Mais bon, je pense que c'est un espace que s'il n'existait pas, qu'il aurait fallu créer. Ouais. Voilà. Donc, je souhaite plein de succès, beaucoup de félicitations aux promoteurs, aux initiateurs de cette initiative. On a besoin d'avoir des espaces comme ça pour notre communauté en Europe. Ça comble un vide qui manquait, tu penses? Bien sûr, bien sûr. Et je pense que le travail ne doit pas s'arrêter. Je pense qu'il y a encore, des besoins qui ne sont pas encore comblés. D'accord. Voilà, donc essayer effectivement de créer, je pense que c'est une réflexion collective, donner un peu plus de parole à la communauté, celle qui entreprend, ceux qui ont le courage de partir de la diaspora pour aller investir au Congo, aller entreprendre au Congo. Je pense qu'il y a encore des marges de progression. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a, étant donné que c'est pas la première fois que tu viens, est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu as vues qui t'ont intéressé, sur lesquelles tu t'es arrêté, tu t'es dit tiens, ça c'est nouveau, j'avais pas vu ça avant? Je trouve que par rapport à l'année dernière, il y a peut-être un peu moins de gens qui parlaient de la problématique du foncier et de l'immobilier. L'année dernière, il y en avait un peu plus. Je ne sais pas si cette année, il y en a un peu moins, mais. C'est vrai que derrière nous, on a richesse immobilière, on a immobilier. C'est ça. Moi, je pense que. Et oui, Wekesa, je crois aussi, sont dans l'immobilier. Ouais. C'est une grosse problématique pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, plus de 70% des litiges auprès des tribunaux en République du Congo sont dus aux fonciers, aux litiges fonciers. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de trouver un terrain sécurisé. Et au-delà de la sécurisation foncière, il y a aussi les problématiques d'accès, les problématiques de viabilisation. Je pense que c'est un secteur, effectivement, qui n'attire pas suffisamment d'attention des pouvoirs publics et des entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, on a tous envie d'avoir un pied-à-terre au Congo. Donc, acheter un terrain à Brazzaville, dans les quartiers historiques de Bakongo, à Wenzé, à Talangaï, ça coûte excessivement cher. Donc, les gens sont tentés effectivement d'aller de plus en plus loin. Et quand on veut aller acheter loin, difficile de trouver un terrain sûr et difficile de trouver un terrain qui est accessible et avec un minimum d'équipement. Avec des services publics, de l'eau courante, de l'électricité. C'est ça. Qui, même s'il y a beaucoup de coupures, on a quand même envie d'être connecté parce que bien sûr. C'est la problématique. C'est dommage parce que en Côte d'Ivoire, c'est un secteur
qui est assez développé. Voilà. Après, Brazza, c'est peut-être pas l'équivalent d'Abidjan, mais Brazza, c'est encore plus. L'Abidjan, ça serait l'équivalent de Kinshasa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Kinshasa, avec toutes les problématiques qu'il y a aujourd'hui en termes de circulation à cause des embouteillages, bon, on pourrait imaginer qu'au-delà, effectivement, des équipements de transport qu'on attend tous, qu'il y ait plus d'entrepreneurs qui entreprennent dans le secteur de l'immobilier et de l'aménagement foncier pour proposer des terrains sûrs, non seulement aux Quinois, des terrains sûrs et viabilisés non seulement aux Quinois, mais également aux gens de la diaspora. Je pense que c'est vraiment un marché qu'il faut explorer, tellement que les marges de croissance sont énormes. Ouais, effectivement. Mais l'année dernière, je me souviens, effectivement, il y avait beaucoup d'entrepreneurs immobiliers. Et d'ailleurs, j'oublie le nom, mais celui qui faisait la couverture du magazine du Congo à Paris était justement sponsor de l'édition et dans l'immobilier également. Alors, juste pour que tu reviennes un petit peu sur toi, tes activités, sur ce que tu fais vis-à-vis du tourisme, parce qu'effectivement, on a parlé de la baie de Luango rapidement, mais est-ce que toi, tu peux peut-être, avec tes propres mots, juste résumer un petit peu ton action sur ce sujet en fait. En fait, moi, je suis tombé par hasard en fait sur le site de la baie de Luango. C'est-à-dire que moi, je suis né, j'ai grandi au Congo, j'ai fait mon cycle primaire et mon cycle secondaire au Congo, mais je n'avais jamais entendu parler de la baie de Luango. Il a fallu effectivement que je vienne en Europe, que je commence à travailler sur les questions du tourisme et que je rencontre des gens qui me parlent de ce site. Parce que la personne qui m'en parle est décédée aujourd'hui. C'était un Béninois qui travaillait justement pour essayer de reconnecter l'Afrique, donc le Bénin, avec les Afro-Américains, les Afro-Caraïbéens. Donc, il m'a approché un jour en me disant, mais moi, dans mon réseau, j'ai énormément d'Afro-descendants qui demandent le Congo. D'accord. Je dis pourquoi ils demandent le Congo, mais ils disent, mais en fait, vous ne le savez pas vous-même, mais vous avez des liens avec l'Amérique et la Caraïbe qui sont beaucoup plus importants que les nôtres. Donc après, effectivement, étant curieux, j'ai commencé à creuser le sujet. Donc j'ai rencontré des historiens comme Arsène Franco-Nganga, comme Gervais Louembe, qui au fil du temps m'ont appris effectivement quelle était l'importance, quelle était la part en fait de l'Afrique centrale en général et de la baie de Luango dans la traite des greffes transatlantiques. C'est là où je me suis rendu compte que ce site-là était un site très important. D'abord pour nous, parce que c'était quand même une partie de notre histoire qu'on nous avait privée. Quand je parle de nous, effectivement, il s'agit des Congolais, les Congolais, les Africains d'Afrique centrale. Et ensuite, pour les Afro-descendants, à qui on parle de Gorée, on parle de Ouida, on parle de Elmina, mais on ne parle jamais de la baie de Luango. Donc, je me suis peut-être dit que ça, c'était vraiment un sujet sur lequel je pouvais travailler, de plus que parce que j'ai aussi envie, quand moi j'emmène mes enfants au Congo, de leur raconter aussi l'histoire du pays. Et je pense que cette histoire-là, celle qui est liée à la traite négrière, est une histoire qui est quand même très importante pour nous et pour nos enfants. C'est un peu comme ça que je suis tombé sur ce site, sur la baie de Luango. C'est un problème de communication, de marketing? Non, c'est pas. C'est d'abord un problème. En fait, ça c'est mon point de vue. Après, ce qu'il vaut, ce qu'il vaut. Mais je pense d'abord que la majorité de nos États sont des héritages de l'administration coloniale. Donc l'administration coloniale. Enfin, ça c'est un fait, hein? Oui, bien sûr. C'est eux qui ont découpé, voilà. C'est ça. Donc évidemment, l'administration coloniale, en fait, elle a voulu créer son narratif historique autour de ses intérêts à lui. Malheureusement, lorsque nous, on est devenu indépendants, mais c'est en train de se faire, hein, c'est en train de se faire au fur et à mesure, on n'a pas remis en cause ce narratif. Aujourd'hui, il y a un débat, par exemple, sur le fait que Brazzaville, en tout cas que la capitale congolaise, continue à garder le nom de Brazza. C'est un débat. On peut être d'accord ou ne pas d'accord, mais on est quand même l'un des rares, voire même le seul pays au monde qui a encore cette particularité. En face, Kinshasa s'appelait encore jusqu'en 1960, 1974, je ne sais plus en tout cas. Ça s'appelait encore 64, je pense. Ça s'appelait encore Léopoldville.
ils ont dit non, Léopoldville, c'est pas bon. C'est vrai, effectivement, le personnel, Léopoldville n'est peut-être pas le même que celui de Brazza. Mais ils se sont dit, on ne peut plus garder ce nom Léopoldville. Il faut qu'on nous donne un nom africain. Donc, ils sont passés à Kinshasa. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Donc, je pense, et la dernière fois, je suivais encore la célébration du 143e anniversaire de la ville de Brazzaville, où on avait un parterre d'invités au mausolée Savonier de Brazza, où l'ambassadeur de l'Italie qui était invité, l'ambassadeur de France qui était invité, et à entendre les discours des officiels congolais, tu te dis, mais finalement, on n'est pas parvenu à construire notre propre narratif. Je ne dis pas que le narratif qui a été laissé par le colon est mauvais, mais je dis que ce n'est pas le nôtre, c'est le leur. Et nous, on a continué jusqu'aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, à garder le même narratif, à continuer à reproduire les mêmes éléments de langage que ceux que le colon nous a laissés. Donc, pour revenir à la baie de Luango, je pense que comme le colon ne nous avait pas laissé cet héritage-là, comme le colon ne nous en avait pas parlé, nous non plus, en fait, on a reproduit. Moi, je me rappelle, hein, enfin, je pensais être le seul. La dernière fois, quand on a organisé la manifestation sur la baie de Luango à Paris, il y a quelqu'un, un jeune, beaucoup plus jeune que moi, qui est venu me voir en me disant, mes grands frères, moi, je suis né, j'ai grandi à Brazzaville, j'ai fait mon cycle primaire, j'ai fait mon cycle secondaire au Congo. Je n'ai jamais entendu parler de la baie de Luango. Je lui ai dit, bah, écoute, ça tombe bien, parce que je pensais être le seul d'être dans ce cas-là. D'accord. Voilà, ça veut dire que quelque part, on ne connaît pas notre histoire, et l'histoire qu'on raconte dans nos écoles, c'est l'histoire que le colon nous a racontée, à quelques exceptions près. Et il est peut-être temps aujourd'hui, pour nous, d'essayer de chercher des éléments dans notre histoire pour la comprendre et la raconter nous-mêmes. Vous savez, hein, c'est cette fameuse maxime entre l'histoire de la chasse qui n'est racontée que par le chasseur. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, nous qui avons suivi la colonisation, qui avons suivi l'esclavage, il est peut-être temps qu'on s'intéresse à notre histoire et qu'on puisse la raconter nous-mêmes. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi on n'a jamais parlé de la baie de Luango? Moi, je pense que c'est parce que le colon, en tout cas les éléments qu'on a reçus lorsqu'on a été indépendant, ne comportait pas cet aspect historique-là qui a été délibérément ignoré par le colon. Mais juste pour revenir sur le nom, parce que ça fait penser aussi en Afrique du Sud, il y a eu ce même travail où la ville de Pretoria avait été changée, la ville de Durban a été changée également, Cape Town est restée la même, bon. Johannesburg est aussi restée la même, mais ce débat-là sur le changement de nom, il devrait aussi s'imposer peut-être sur des villes comme Pointe-Noire également, non? Après, je ne dis pas qu'il faut forcément changer de nom. C'est pas ce que je dis. Je dis quand même qu'à un moment donné, on ne pourra pas faire l'économie de ce débat-là. On ne pourra pas faire l'économie. Les dirigeants qui sont en place aujourd'hui sont d'une certaine génération, qui sont nés avant les indépendances. Ils ont une certaine logique qui va être forcément différente de ceux qui vont reprendre la tête du pays dans 20, 30, 40 ans, quand la majorité des dirigeants que nous avons juste aujourd'hui seront décédés. Donc je pense qu'avec la remise en cause générale qu'on a aujourd'hui en Afrique, regardez ce qui se passe par exemple en Afrique de l'Ouest avec le Burkina, le Niger, où on remet en cause le statut de la France, etc. etc. Je ne me positionne pas, je ne dis pas qu'il faut ou ne pas faire. Je dis aujourd'hui, il y a quand même une certaine éveil où il y a de plus en plus de jeunes Africains qui se posent des questions sur leur identité et sur leur avenir. Et est-ce que quelque part, à un moment donné, on ne se posera pas la question sur le nom de la capitale congolaise et évidemment sur les autres noms? Et quand je dis ça, il ne faut pas oublier que ce débat a déjà eu lieu. Parce que dans les années 70, lorsque les révolutionnaires arrivent, les Mariam Wabi arrivent, donc ils rebaptisent le pays République populaire du Congo. Donc les Dolizy passent à Lubomon, Port-Roussé passe à Owando, etc., etc. Il y avait déjà un travail. Il n'y a que Brazzaville qui n'avait pas bougé. Donc c'est un débat qu'on a eu, qu'on n'a peut-être pas soldé, et c'est un débat qu'on aura toujours. De toutes les façons, dans l'histoire d'un peuple, d'une nation, il y a des moments où, et c'est normal, on s'interroge. Même dans ce pays, en France ou en Angleterre, il y a toujours des débats identitaires où une population s'interroge sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle veut devenir. Voilà. Donc je pense que nous, Congolais, on ne fera pas l'économie de ce débat. Juste pour revenir peut-être sur le salon, sur cette plateforme qui existe depuis un moment maintenant, on est sur la 6e édition. Est-ce que peut-être
Bon, tu l'as dit, toi, tu viens souvent, tu es venu très régulièrement. Est-ce que tu penses que la part du tourisme, on devrait en parler un peu plus pour que justement il y ait un appel aussi qui est fait pour la diaspora de venir mieux connaître le pays pour toujours aller dans le même sens que tu expliques, hein, c'est-à-dire se réapproprier ce qui nous appartient en fait en réalité? Oui, sans doute, parce qu'effectivement, les gens, quand on va en vacances, les gens disent souvent qu'en fait, à Brazza, on fait toujours la même chose. Ouais. Donc, effectivement, quand on ne va pas en boîte de nuit, quand on ne va pas dans un restaurant, quand on ne va pas manger chez la famille, après, très, très vite, on appelle tout et on s'ennuie. On a besoin, effectivement, d'essayer d'élaborer des produits pour la diaspora, pour les gens qui y vont régulièrement, pendant les vacances seuls ou en famille, et élaborer des produits et donner aussi de l'information. Ouais. Après, ce qui est difficile, ce qui est compliqué, c'est que, d'ailleurs, nous sommes en train de monter une association justement des guides touristiques et des tours opérateurs. C'est que, c'est mon point de vue, mais je pense que le métier du tourisme est un métier qui est à réinventer. Il faut former les jeunes, il faut inciter les entrepreneurs à s'y intéresser, créer un écosystème. Et une fois que cet écosystème-là sera créé, je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont proposer des choses. Et parmi les choses qu'ils vont proposer, il y en a forcément qui vont intéresser la diaspora. Et une fois que ces acteurs privés sont sur le terrain, commencent à gagner de l'argent, je pense que la prochaine étape sera de venir dans ce type de salon. Voilà. Donc, simplement pour dire qu'effectivement, il faut que les choses se mettent petit à petit en place. Ouais. Nous, on avait essayé il y a je pense que c'était l'édition 2 ans, 1 an avant le Covid, on avait pris un stand. On avait essayé effectivement de communiquer sur le tourisme, mais à l'époque, c'était resté plus ou moins général. On n'avait pas encore les produits tels qu'on les a aujourd'hui. Et je pense que d'ici, ce n'est pas l'édition de l'année prochaine, mais l'édition de l'année suivante, on aura un stand. Mais le but pour nous, ça ne sera pas seulement de venir parler de généralité, de tourisme de manière générale, mais c'est d'arriver vraiment avec des produits en disant voilà, nous, on a le produit site de Ngabé, par exemple. Si vous voulez en vacances, si vous voulez y aller à partir de Brazzaville, si vous êtes 2, c'est 10 000. Si vous êtes en famille, c'est 20 000. Ça, c'est du concret. Ce n'est pas de généralité seulement en disant voilà. Ou pareil, sur le site de Fleuve Congo, on a un acteur privé qui vous propose des remontées de pirogue à 2 000 ou à 3 000. Ouais. Ça, c'est du concret. Ça reste pas des généralités. Ouais. Ce qu'on avait fait avant le Covid, c'est qu'on était arrivé avec les grandes généralités en disant que le Congo est un pays touristique. Il faut venir le visiter. Ça reste général. Ouais. Il faut vraiment arriver avec des produits en disant voilà, nous, on vend ça. On vend le produit Ngabé, on vend le produit Fleuve Congo, on vend le produit exhibition de la SAP, on vend le produit, etc., etc. Et quand vous venez avec des produits comme ça parle plus au consommateur. Parce qu'elle va prendre la carte, elle va prendre le prospectus en se disant bon, l'année prochaine, quand je vais aller en vacances, je vais aller faire mon tour sur le Fleuve Congo. L'année prochaine, quand je vais aller en vacances, je vais aller regarder les sapeurs ou je vais aller voir les gorilles, etc., etc. Ça, c'est des produits. C'est concret. On ne reste pas dans les généralités. Donc, on est en train de réfléchir d'ici, effectivement, 2 ans, d'arriver vraiment avec un stand et des produits de destination. Très bien, très bien. Je crois qu'on a fait le tour de la question sur les diasporas, sur ce que tu fais aussi au quotidien, etc. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être concernant le salon que tu aimerais voir, peut-être, qui n'a peut-être pas encore été fait? Après, ta question n'est pas facile pour moi, mais je pense qu'il faut peut-être essayer d'intéresser un peu plus les entrepreneurs qui sont au pays. Ce n'est pas toujours évident. Parce que ça a un coût pour eux, parce qu'il y a des problématiques de visa, etc. etc. Mais j'ai l'impression que la majorité de ceux qui viennent exposer, ce sont plutôt les gens qui sont ici, même si c'est comme on à Paris, mais essayez peut-être effectivement de faire venir. Je sais que Charlotte, elle le fait. Hein. C'est une personne qui a beaucoup de courage, qui est très dynamique, qui travaille beaucoup, elle et son équipe. Mais effectivement, essayer de faire venir plus d'entrepreneurs du Congo-Brazzaville et derrière les champs. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas aussi trouver la formule de pouvoir faire aussi un même concept
sur place, à Keene ou à Brazza pour. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas un Congo à Paris, effectivement, c'était une très bonne idée. Un Congo à Paris qui permettrait effectivement à des investisseurs de la diaspora de pouvoir être en contact avec le marché de la RDC ou bien le marché de Congo-Brazza. Oui, pourquoi pas, oui. Ça me fait penser à une question, mais toi, tu n'es pas dans l'organisation de Congo à Paris, mais en fait, je suis en train de poser une question toute bête qui me vient là. C'est de me dire comment se fait-il que nos dirigeants se sont jamais peut-être posé la question de se dire tiens, comment on peut se réapproprier ce Congo à Paris et être une plateforme justement pour distiller des informations. Parce qu'en réalité, on parle de Congo à Paris parce qu'on est à Paris, mais ça pourrait être Congo à London, Congo à New York, Congo à Los Angeles, pourquoi pas. Ça peut se... Parce qu'en réalité, on a des Congolais qui sont partout dans le monde. Donc, c'est un concept qui devrait être capable de se transposer ailleurs, finalement. C'est extrêmement compliqué. C'est ce que je disais. En début de semaine, j'étais au salon du tourisme. Donc, j'étais sur le stand de la RDC. Donc, en terminant la visite du stand, la personne avec qui j'étais, elle m'a dit, mais tu n'as pas pris, parce que j'ai rencontré la directrice de l'organisation de l'Office national du tourisme. Ouais. Donc, on a discuté. Après, la personne qui était avec moi a dit, mais tu n'as pas pris la carte de la DG? Je lui ai dit, non, je ne prends pas les cartes du DG. Ça ne sert à rien parce que les institutionnels, c'est toujours très compliqué. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce sont les entrepreneurs. Ouais. Parce que l'entrepreneur, il a une contrainte, c'est qu'il faut que son business marche. Ouais. Ce que l'institutionnel et le fonctionnaire n'a pas. Lui, il sait que le truc, sa mission, qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas, il va toujours être payé. Mais l'entrepreneur, lui, sait qu'il a investi son argent, donc il va bosser pour que son truc réussisse. Ouais. Donc, je préfère travailler avec un entrepreneur que de travailler avec les institutionnels parce que malheureusement, nos institutionnels ne comprennent pas toujours la portée des initiatives qui sont prises par les diasporas. Ouais. Effectivement, tu as raison. Une initiative comme celle qu'on voit à Paris, si on avait des... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les considérations qu'on a l'habitude d'avoir en privé, mais si on avait vraiment des dirigeants qui comprenaient comment ça fonctionnait, évidemment, un bébé comme Congo à Paris, il y aurait eu minimum un partenariat avec un des ministères, je ne sais pas lequel, celui des affaires étrangères, de la coopération, de l'investissement, je ne sais pas quoi, pour essayer effectivement d'utiliser cette plateforme pour non seulement faire la promotion de deux Congo, mais également essayer de fédérer la diaspora autour du développement de nos pays. Ouais. C'est de bon sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin oui, c'est pour ça que je posais la question. On n'a pas besoin de faire Bac plus 24 pour comprendre qu'une plateforme comme ça, il faut l'encourager, il faut l'accompagner. Il va de soi que l'équipe de Charlotte est très dynamique, travaille beaucoup, mais c'est sûr qu'aussi, ils ont le soutien d'un ministère qui met les moyens, ça n'aura pas le même impact. On pourrait peut-être prendre des salles beaucoup plus prestigieuses, on pourrait peut-être prendre des billets à des gens beaucoup plus importants. Je veux dire, la dynamique il y a des possibilités qui sont plus grandes que... Qui seront découplées. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Donc, il faut faire avec les moyens qu'on a. Comme me disait un de mes grands-pères, il me disait, petit, n'attends pas, fais. Le jour où ils vont se rendre compte que ton truc, c'est vraiment bon, ils vont te courir derrière et en ce moment-là, c'est toi qui auras la main. Donc, moi, je pense qu'il faut que Congo à Paris continue à travailler. C'est pas facile, je sais que c'est très difficile d'organiser ce type d'événement, mais on espère qu'un jour, on aura des dirigeants qui vont enfin comprendre saisir la balle au bon. Saisir la balle au bon et comprendre l'importance de cet événement. Ok, très bien. Bah, écoute, merci Guillaume. Très bien, merci de ton passage. Merci. On ne s'est jamais assis comme ça pour le podcast pour parler un peu de tourisme et tout ça. Bon. Voilà. Mais en tout cas, merci d'être venu. Okay. Qu'est-ce que tu prévois de faire là sur le reste du salon? Je visite, je prends quelques photos. Ouais. Donc là, pour l'actualité, pour profiter un peu de ton antenne, il y a un grand événement qui est en train de se préparer dans notre pays. C'est un événement international qui s'appelle le Sommet des Trois Bassins. Ouais. Amazonie, Congo, Bornéo, Mekong. Donc on espère que la diaspora ne va pas être absente, ne va pas être mise de côté. Ouais. Parce que moi, je continue à croire que cette diaspora-là, elle peut apporter énormément au pays. Donc, tu comptes participer à ce sommet? Je pense que j'essaierai, en tout cas, je ferai de mon mieux pour pouvoir participer. Donc, on est en train de prendre des initiatives, de faire des propositions, notamment d'essayer d'organiser, dans le cadre de ce bassin-là, une mini-conférence ou en tout cas des ateliers pour attirer les investisseurs dans nos parcs
et réserves naturelles, sachant que le potentiel, il est là. On a des sites qui n'ont rien à envier à ceux qui sont en Rwanda, ceux qui sont en Ouganda, ceux qui sont au Kenya ou en Tanzanie. Ouais. Donc, on ne comprend pas pourquoi chez eux, ils vont venir des gens et chez nous, on n'y arrive pas. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc, il faut mettre des moyens. Ça peut être des moyens publics, mais ça peut être aussi des moyens privés. Donc, il faut juste créer un cadre. Donc, on est en train je suis en train de forcer pour qu'on organise cette espèce d'atelier, cette mini-conférence, pour que les gens qui vont être à Brazzaville puissent connaître ce potentiel-là. Et non seulement les gens qui vont venir, mais aussi, on sait qu'il y a des investisseurs qui sont des investisseurs congolais qui investissent dans les hôtels. Ouais. On est que les gens investissent toujours dans les mêmes hôtels, aux mêmes endroits, à Brazzaville et à Pont-Noir. Peut-être qu'ils peuvent aussi aller investir, aller sur Luna, ils peuvent aller investir à Zala, ils peuvent aller investir à Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est cette dynamique-là, dans le cadre du sommet des 3 bassins, qu'on est en train de vouloir faire. On ne sait pas si on y arrivera, mais on va. En espérant que ce sommet ne soit pas juste politique, mais soit aussi pro-business. Exactement. Parce que c'est souvent ça qui se passe quand il y a des sommets. Les présidents, les ministres viennent, et puis bon, finalement, la dimension de business, elle est un peu écartée. Mais on connaît tous nos pays, Kevin. Ouais. On sait tous où on décide de ne rien faire, où on essaie de faire. Ouais. Donc, effectivement, il y a d'abord des intérêts politiques qui sont mis en avant, mais est-ce qu'on ne peut pas profiter justement de ça pour essayer de faire des choses dans le business? On en a déjà discuté, toi et moi. Ouais. Même si effectivement, sur les échanges, on peut être des fois pas être d'accord. Mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, si on attend les politiques, dans le matière de tourisme, rien ne se passera. Donc, on est obligé, voilà, on est obligé d'aller au front, de se battre. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas. Si nous, on n'y arrive pas, au moins, on aura posé les bases. Et on met la nuance, évidemment, de dire que quand on parle de se battre, c'est une question de rapport de force. Ce n'est pas la bagarre physique. Ça veut dire effectivement se battre. Ça veut dire qu'on arrive avec des propositions, on arrive avec un discours en disant voilà ce qu'on veut, on a envie de faire. Et que ça devienne des priorités. Et que les politiques peuvent suivre ou ne pas suivre. Ça, c'est autre chose. Mais au moins, nous, on aura fait notre part. Ouais. Donc, on est dans cette logique. Très bien. En tout cas, le message est passé. Okay. Merci de ton passage. Très bien. Et puis, écoute, bon salon. Hein. Merci. Ça marche. Allez, à bientôt. Super. Bon, et voilà. C'était Guillaume Kouka qu'on attendait.